Sur la première. Et notre invité ce matin est le député Philippe Gomès, la première partie avec les questions d'Angélique Souche. Bonjour Angélique. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour Philippe Gomès. Bonjour. La TGC, c'est l'actualité du jour. Le gouvernement s'apprête ce matin finalement à poser un point final au projet avec un choix de texte à faire sur le dispositif, le meilleur dispositif pour éviter une hausse des prix, voire même faire baisser ces prix. Il y a le texte préparé par le gouvernement, il y a l'accord signé entre le MEDEF et l'intersyndicale. Encore un bras de fer et pourtant deux propositions relativement proches. Calédonie Ensemble est montée au créneau pour défendre le texte du gouvernement. Deux propositions relativement proches, non. Angélique Souche. C'est la lettre du gouvernement qu'il a adressée aux chefs d'entreprise. Oui, hier soir, pour les rassurer, en tout cas. Il y a 3 pages pour expliquer les choses, donc ça ne peut pas se limiter en 2 phrases. Non, ce ne sont pas des propositions relativement proches. Quels sont les termes de la problématique ? Pour l'ensemble de l'économie, les chefs d'entreprise pourront reconstituer leur marge en valeur, c'est-à-dire avant ou après TGC. Ça ne doit rien changer dans la marge dont disposaient les entreprises. Il y a 2 secteurs particuliers sur lesquels nous avons un débat avec le MEDEF. Il s'agit du secteur de la grande distribution alimentaire et du secteur des pièces détachées. Automobile. Alors pourquoi ? Parce que en ce qui concerne le secteur de l'alimentaire, on a un panier de la ménagère en Nouvelle-Calédonie 108% plus élevé que le panier métropolitain. C'est pas rien, enfin 108%. Si on ne se pose pas de questions à 108% en plus, on ne s'en pose jamais dans notre pays. Donc 108% en plus. Et pour les Calédoniens d'origine modeste ou les classes moyennes, faire ses courses, ça devient un exploit pour arriver à faire entrer ce dont on a besoin dans la maison, dans le budget dont on dispose. Le budget moyen des Calédoniens pour l'alimentaire est de 57 000 francs CFP par mois. Je rappelle que la moitié des gens dans notre pays gagnent moins de 212 000. C'est le salaire médian. Enfin, il faut resituer tout ça dans son contexte. Et donc, nous, on dit, cette réforme, comme on s'y est engagé depuis l'origine au titre de Calédonie Ensemble, doit aboutir à une baisse des prix dans le secteur alimentaire. Et donc, le projet proposé par le gouvernement, qui encadre les marges pendant une durée de 12 mois, doit faire en sorte que des prix anormalement élevés soient désormais dans la norme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'avant le 1er octobre et après le 1er octobre, le caddie type qui sera rempli par la ménagère, à la fois avec les produits alimentaires et en même temps avec les produits d'hygiène et d'entretien, sera en moyenne 10% moins cher qu'avant le 1er octobre. C'est ça le résultat de la proposition du gouvernement. Et la proposition intersyndicale MEDEF, c'est moins 2%. Moins cher, donc vous avez compris que certes, dans leurs principes, les 2 propositions ne sont pas très éloignées, mais dans leurs résultats, elles sont extrêmement éloignées. Un mot sur les pièces détachées. On a le panier de la ménagère le plus cher de la République, mais les pièces détachées aussi, les plus chères de la République. Donc là aussi, on doit faire un effort de façon à éviter des marges abusives, comme c'est le cas aujourd'hui dans un certain nombre de concessionnaires ou de revendeurs. Le dispositif du gouvernement permet une baisse en moyenne de 20% du prix des pièces détachées. Le dispositif intersyndical MEDEF conduit à une hausse de 15% en moyenne des pièces détachées. Donc vous voyez, l'esprit n'est pas extrêmement loin entre les 2 propositions, mais les résultats tangibles sur le porte-monnaie des Calédoniens est, lui, extrêmement significatif. Et le résultat, c'est aussi ce matin une manifestation des commerçants devant le gouvernement. Oui, des commerçants, je vais vous dire, tout ça relève de l'agitation, parce qu'en réalité, pourquoi ces 2 secteurs-là sont beaucoup plus chers que tous les autres ? Tout simplement parce que la concurrence ne joue pas. La concurrence ne joue pas. Ce qui permet de faire baisser les prix, ce qui permet d'avoir des marges raisonnables dans un marché, c'est quand on a plusieurs acteurs économiques qui se battent pour faire venir le client. Dans le domaine de la grande distribution, on a 2 acteurs qui contrôlent 80% du marché. Et dans le domaine des concessions automobiles, on a également 2 acteurs qui contrôlent 80% du marché. Ça fait 4 acteurs qui contrôlent 150 milliards de francs CFP dans notre économie. Donc inutile de vous dire qu'ils n'ont pas besoin de se faire concurrence. Et c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve avec les prix les plus élevés de la République. C'est anormal. Alors un élément quand même, on nous dit oui, mais c'est parce que on est une île, c'est parce qu'on est loin. Éloignement et petit marché. Et petit marché. Bah oui, mais la Guadeloupe, elle est petite, elle est loin, et c'est un petit marché. La Martinique aussi, la Réunion aussi. Et leur panier alimentaire, comment il se présente ? Il est de 10 à 30% plus cher. Donc oui, on doit avoir un panier alimentaire plus cher qu'en France métropolitaine, lié à ces handicaps structurels que je viens de rappeler, mais pas 108% plus cher. 108% plus cher, c'est abuser des Calédoniens qui sont une clientèle captive
et qui gagnent pour beaucoup modestement ou très moyennement leur vie. Autre actualité politique, Philippe Gomes, l'USTKE a décidé, dans le prolongement du parti travailliste, a décidé ce week-end d'appeler à l'abstention le 4 novembre prochain, avec un objectif affiché de décrédibiliser, ou en tout cas de rendre moins légitime le résultat de ce scrutin. Est-ce que ce risque existe selon vous ? Écoutez, nous, ce qu'on considère dans cette affaire-là, c'est que des indépendantistes extrémistes, puisque c'est bien le cas, ils se situent en marge des lois, donc extrémistes, essayent aujourd'hui de gangréner le résultat du scrutin. Et c'est extrêmement dangereux pour notre pays. Parce que quel est le message, au-delà de ceux qui adhèrent ou pas à l'USTKE, qui sont extrêmement, je vais dire, dupés dans cette affaire, parce que les conditions du vote, c'est 200 délégués qui se sont exprimés sur 5000 adhérents. Donc vous imaginez que le vote a été largement manipulé. Peu importe. Mais au-delà de ça, le message envoyé par le Parti travailliste et le message envoyé par l'USTKE à un certain nombre de jeunes Kanaks dans le pays, qui ne sont pas toujours en situation d'avoir trouvé leur place dans la société, qui sont parfois un peu perdus entre le monde dont ils sont issus et le monde moderne auquel ils veulent accéder. C'est quoi ? C'est que le résultat du scrutin est un résultat truqué, est un résultat tronqué, est un résultat insincère. Et donc ça légitime sa contestation. C'est ça le message qui est envoyé. Et donc nous on dit, depuis le départ Calédonie Ensemble, dans cette campagne référendaire, attention. Attention, ça n'est pas une campagne électorale contre une autre, c'est pas une campagne électorale pour tel ou tel parti, c'est une campagne électorale pour le pays. C'est la seule et unique campagne électorale qu'on aura menée dans notre vie pour le pays. Donc il faut être responsable. Responsable, ça veut dire deux choses. Un, dialoguer entre convictions différentes. C'est ce qu'on a fait, nous, Calédonie Ensemble, dans le cadre du groupe de dialogue qui a été créé par le Premier ministre. Et on a condamné en son temps ceux qui ont boycotté ce dialogue. Deux, participer aux élections. Et aujourd'hui, de la même manière qu'on a condamné ceux qui hier boycottaient le dialogue, on condamne aujourd'hui ceux qui boycottent la participation à ce scrutin majeur. Alors Philippe Gomes, à moins de 2 mois de ce référendum, vous publiez un livre, une contribution qui reprend déjà beaucoup de discours, d'idées que vous avez égrenées tout au long de ces dernières années. Ce livre s'intitule « Pour que continue à vivre le rêve calédonien ». Vous écrivez, vous redites à nouveau votre conviction que le non l'emportera. C'est pour vous une vérité statistique issue notamment des résultats des provinciales. Est-ce qu'à le marteler, ce résultat là annoncé, on ne risque pas de démobiliser justement les électeurs? Celui qui est démobilisé dans notre pays lorsqu'il s'agit de voter pour rester dans la République ou pour en sortir, c'est qu'il a été endormi au cours des dernières décennies. Soyons clairs, les Calédoniens de toutes origines et de toutes sensibilités d'ailleurs, qui ne se mobiliseront pas le 4 novembre, accompliront un acte peu citoyen, puisqu'il n'y a pas de date plus importante dans l'histoire de notre pays que celle du 4 novembre. La dernière date extrêmement importante dans celle de notre pays, c'est celle quand en 1958, la Constitution de la République française a été adoptée. Donc oui, je crois que même si les résultats sont d'ores et déjà connus, ne serait-ce que parce que les élections provinciales connaissent à chaque fois 60% des voix des Calédoniens qui se portent sur des listes non indépendantistes, et donc il est clair qu'on aura cette fois-ci au moins 70% des voix sur le non à l'indépendance. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est qu'on peut être indépendantiste et voter non à l'indépendance. On peut être de sensibilité indépendantiste et considérer que son pays n'a pas la capacité à devenir un État indépendant. Les deux choses ne sont pas contradictoires. C'est pour ça qu'on sera plutôt à 70% de non contre l'indépendance. C'est ces gens-là que vous allez chercher pendant cette campagne ? Notre tournée des tribus, une 50aine de dates, on a déjà fait une dizaine, s'inscrit dans cette perspective-là. C'est-à-dire, on essaye de porter un autre message que celui qui est habituellement porté par le FLNKS dans les tribus de Nouvelle-Calédonie pour dire... non pas simplement un attachement comptable à la France, parce que j'entends beaucoup sur vos micros, il ne faut pas sortir parce que la France, elle nous donne beaucoup d'argent. C'est triste de dire que ça, bien sûr, c'est un élément important, il faut le dire, il faut l'expliquer. Mais il y a d'autres choses qui nous relient à la France. Il y a le lien qui fait qu'aujourd'hui, les différentes communautés dans notre pays qui peuvent se parler, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent vivre ensemble, c'est la France qui assure ce lien, parce que la France, c'est une langue, qui est notre langue véhiculaire dans le pays, y compris entre les Calédoniens d'origine kanak, parce que la France, ce sont des valeurs, les valeurs de la République, qui sont aujourd'hui partagées par toutes les communautés, parce que la France, c'est une école, l'école de la République, qui devient au fur et à mesure une école du pays. Et donc tout ça, ça fait le lien entre nous. Et quand il y a des désordres, qui c'est qu'on appelle ? C'est l'État, c'est la France. Regardez à Kawa. Est-ce qu'ils ont demandé à la province Nord de venir faire la médiation ? Pas du tout. À la mairie, pas du tout. Au Sénat coutumier, encore moins. Ils ont dit à l'État, venez, vous êtes un acteur neutre. Donc la France, c'est important.
On vous retrouve en deuxième partie de Merci. cette émission. Vous nous parlerez notamment de comment vous voyez cet après 4 novembre. L'invité de la matinale sur la première. Nous attendons vos questions au 258. Notre invité Philippe Gomès, interrogé par Angélique Souche. Philippe Gomès, dans votre livre, vous retracez notamment et commentez les 30 dernières années, le processus. Vous expliquez que la revendication du droit autochtone à l'autodétermination est devenue petit à petit une revendication du droit calédonien à l'autodétermination. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie qu'au départ, à la fin des années 70, lorsque la revendication d'indépendance a été formulée, c'était une revendication d'indépendance où seul le peuple kanak avait le droit de décider de sortir ou pas de la République. C'était un droit autochtone à l'autodétermination qui était exigé. C'est la première séquence. La deuxième séquence, c'est celle de Naville-les-Roches. C'est 1983, une réunion qui se tient sous l'autorité du secrétaire d'État à l'outre-mer de l'époque, Georges Lemoine. Et pour la première fois, les indépendantistes ouvrent la porte et disent pourront décider de l'avenir du pays, le peuple autochtone et les victimes de l'histoire. Et ils définissent ce que sont les victimes de l'histoire. Ce sont selon eux, des Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie, dont l'un des deux parents au moins est né en Nouvelle-Calédonie. Et puis enfin, la troisième ouverture majeure, c'est celle que fait Jean-Marie Tjibaou en 1988, lorsqu'il serre la main de Jacques Lafleur. Et à partir de ce moment-là, il est acté dans les accords de Matignon que tous ceux qui sont là en 1988, tous ceux, quelle que soit leur ethnie, pourront voter lors du référendum d'autodétermination qui était prévu en 1998, sous réserve qu'ils aient 10 années de résidence. C'est ça qui nous conduit aujourd'hui, c'est ce chemin-là qui nous conduit aujourd'hui à avoir sur la liste électorale 175 000 électeurs. Et sur les 175 000, on a 98 000 non-Kanaks et 77 000 Kanaks. C'est parce que la revendication d'indépendance à l'origine, les indépendantistes ont accepté de l'ouvrir aux autres citoyens du pays pour que nous décidions ensemble si on doit ou pas rester dans la République. Donc c'est ça, on est passé d'un droit autochtone, revendication d'un droit autochtone à l'autodétermination, à l'exercice d'un droit calédonien à l'autodétermination. Avant d'aller, pardon Bruno, avant d'aller au standard, est-ce que ça veut dire que un jour, à terme, si les conditions étaient selon vous réunies, vous, Calédoniens ensemble, vous pourriez être ouvert à cet accès à la pleine souveraineté ? Ah, pas du tout. Nous, on est au contraire, c'est tout le sens du livre que j'ai rédigé, on est au contraire dans une philosophie qui dit arrêtons d'opposer des choses que nous devons conjuguer. On doit apprendre à conjuguer souveraineté et République. On peut être pleinement souverain à l'intérieur de la République. On n'a pas besoin de sortir de la République pour être souverain. On est d'ailleurs quasiment souverain, surtout aujourd'hui, exception faite, des compétences régaliennes. Et puis même, c'est en restant au sein de la République qu'on peut être souverain, parce que la République nous donne les moyens financiers qui nous permettent l'exercice des compétences qui sont les nôtres. Donc, ne soyons plus d'un côté souveraineté, c'est la revendication d'indépendance, ce sont les indépendantistes, et pas de souveraineté, c'est les non-indépendantistes. Au contraire, les deux peuvent se conjuguer. C'est pour ça que je dis que l'émancipation de notre pays n'est pas l'antichambre de l'indépendance, mais que c'est l'antidote à l'indépendance. On part au standard, il est 7h10, Grégoire est avec nous, bonjour Grégoire. Oui, bonjour, oui, monsieur le député, bonjour. On vous écoute. Vous parlez beaucoup, monsieur le député. Je suis là pour ça ce matin, Grégoire. Oui, madame, voilà, je vais vous dire que les mêmes causes produisent les mêmes erreurs. Hein. Donc vous êtes pied noir, donc vos grands-parents ils viennent d'Algérie, si je me trompe. Et les Calédoniens ne comprennent pas que vous puissiez avoir tant de zèle à venir en faire comme ce qui s'est passé en Algérie, par exemple. En Algérie, c'est un pays de peuple blanc. Et ici, en Algérie, De Gaulle a dû donner le pays parce que voilà, il y avait plus d'Algériens, quoi. Hein. C'est tout à fait normal. Mais ici, vous êtes venus, vous avez cherché un point où habiter, vous êtes venus en Nouvelle-Calédonie, puis la Nouvelle-Calédonie, il a le même problème que l'Algérie. Et votre question courses, vous allez refaire la même politique. Est-ce que vous avez une question, Grégoire, où on laisse Philippe Gomès répondre à ce commentaire ? Donc vous avez fait votre commentaire, on va donner la parole à Philippe Gomès. Bon, écoutez, j'ai pas tout compris, mais bon, je vais essayer de répondre. La Calédonie, elle est construite de plusieurs communautés qui, au fil du temps, sont venues ici contribuer au développement du pays. Première communauté, c'est la communauté européenne,
qui est venu d'Europe dans le cadre de la colonisation pénale ou de la colonisation libre. Ensuite, on a eu les Asiatiques à la fin du 19e, début du 20e, avec de véritables contrats d'esclavage sur les mines de nickel. Ensuite, on a eu les Wallisiens, les Polynésiens, les Futuniens tout au long du XXe siècle pour construire le pays, le barrage de Yaté, les grands travaux, travailler sur les mines de nickel aussi à Népouy, à Kouawa, à Thio. Et puis on a eu des métropolitains en nombre important, entrepreneurs dans les années 60-70 à l'occasion du boom du nickel. Voilà, le pays s'est construit comme ça et aujourd'hui, quelle que soit la communauté dont on est originaire, on est avant tout calédonien. Certes, on est calédonien de souches et de cultures différentes, mais au fur et à mesure, on favorise l'émergence ensemble d'un peuple calédonien. Cette émergence d'un peuple calédonien elle est d'autant plus aisée, je dirais, que le métissage biologique et culturel peu à peu fait son œuvre. Donc, quelle que soit l'origine des uns ou des autres, moi je suis calédonien, même si mes origines elles sont différentes d'autres calédoniens qui aujourd'hui construisent le pays. Il est 7h et presque 13 minutes. On retourne au standard avec Dom. Bonjour Dom. Oui, bonjour. Bonjour Dom. Voilà, donc j'ai une question à poser. Oui. La question que je pose, c'est que ce de beau discours, bon, d'une part, ça ne donne pas de bons résultats. Il y a vraiment une injustice, une situation coloniale pour le peuple kanak. C'est un discours que vous faites ou c'est une question que vous avez à poser, Dom, s'il vous plaît? Attendez, laissez-moi une minute quand même. Allez, une minute, allez-y. Posez votre question. Donc, il y a véritablement une situation coloniale qui a été extrêmement difficile. Donc, les leaders indépendantistes, Jean-Marie Tjibaou, ça a été cité par Gomez, par Philippe Monsieur Gomez, oui. Oui, a fait des concessions. Mais ce que vous vous apprêtez à faire, Monsieur Gomez, et puis les personnes qui sont dans votre camp, c'est de dire non à la main tendue du peuple kanak. C'est honteux, c'est absolument honteux. C'est-à-dire que si vous reconnaissiez tous les efforts qui ont été faits par le peuple kanak et que vous vous apprêtiez à construire une nation calédonienne, mais moi, ce n'est pas vraiment le projet que j'ai. L'idée que j'ai, c'est vraiment une indépendance pour le peuple kanak qui se débarrasse du colonialisme. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Si vous acceptiez cette main tendue, ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Mais vous êtes pour un non massif et ça, c'est tout à fait regrettable. Merci. Merci Dominique. Juste, je tiens à préciser pour compléter ce commentaire que vous nourrissez votre réflexion de citations alors de beaucoup d'hommes politiques et notamment à plusieurs reprises de Linda Schnetzlin par exemple, de Monsieur Ngayoni aussi, d'Eli Poigoun. Répondez à Dominique. Donc, je vais répondre à Dominique, ensuite à vous, si vous voulez bien, Angélique, parce que vous n'êtes pas sur le même créneau, tous les deux. Donc, ce que vient de dire Dominique, c'est parfois quelque chose qui est répandu. Il a exprimé une idée que j'entends parfois dans les tribus, qui est la suivante. Nous, on a ouvert la porte pour que vous fassiez le pays indépendant de demain avec nous. C'est Jean-Marie Tjibaou qui a dit, à l'occasion de la signature des accords de Matignon, on va convaincre les autres de faire le pays indépendant avec nous. Mais au bout de 30 ans, ce qu'il faut considérer, c'est que le chemin que nous avons accompli à l'occasion des accords de Matignon et de Nouméa, un chemin qui donne sa place à l'identité kanak dans notre pays, un chemin qui a aussi donné la place aux autres communautés qui ont construit la Nouvelle-Calédonie, un chemin qui nous permet de nous gouverner nous-mêmes, tous ces éléments-là ont conduit une part des kanaks du pays à désormais ne plus souhaiter être indépendants. Parce que autant le pays des années 70 était un pays clivé, où il n'y avait pas de reconnaissance des uns et des autres, autant aujourd'hui, en quasiment 2020, chacun finit par trouver sa place dans notre société parce que des efforts considérables ont été effectués. Donc la question, elle est plus celle stricto sensu du peuple kanak, au sein même du peuple kanak aujourd'hui, parce que le développement du pays est assuré, parce que son identité est préservée, parce qu'on peut se gouverner nous-mêmes. L'idée même d'indépendance a reculé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aura peut-être 75% de non à l'indépendance. Ce n'est pas uniquement les non-kanaks qui vont apporter les noms à l'indépendance, c'est aussi une part des Calédoniens d'origine kanak du pays. Deuxième chose, en ce qui concerne le colonialisme, toujours à Dom, parce que c'est important de répondre, oui, mais c'est important, on ne peut pas laisser le colonialisme comme ça en l'air, comme si on était toujours dans une situation coloniale. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans une situation coloniale. L'accord de Nouméa est un accord, est un processus de décolonisation et d'émancipation au sein de la République. L'impact de la situation coloniale a été reconnu dans le préambule de l'accord. On parle des ombres et des lumières de la situation coloniale. On parle de restituer
aux Kanaks son identité confisquée. Ce sont les termes de l'accord de Nouméa. Donc aujourd'hui, ce processus de décolonisation est largement engagé et je dirais quasiment abouti dès lors que le 4 novembre prochain on vote pour ou contre l'indépendance. C'est une manière de franchir une nouvelle étape dans le processus de décolonisation. Donc il ne faut pas faire croire qu'on est dans la situation des années 70. C'est faux, tout le monde le sait. On a bien vu le chemin accompli en termes de vivre ensemble, en termes de rééquilibrage, en termes de respect des convictions et des cultures des uns et des autres. Sur votre question, je cite, excusez-moi. Les références, notamment à Nidosh Lessine, quand je cite Nidosh Lessine, il souvent. faut dire pourquoi je cite. Je le cite parce que Nidosh Lessine dit ceci. C'est ce que j'illustre en ce qui concerne tous ceux qui votent lors du référendum, qui sont plus importants en nombre du côté des non-Kanaks que du côté des Kanaks. C'est que Nidosh Lessine dit, avec les accords, je le cite, on a abandonné le rêve d'un pays kanak à nous, comme l'est le Fidji, le Vanuatu, la Papouasie. On a abandonné le rêve d'un pays kanak à nous. On a décidé de construire ce pays avec tous les citoyens de ce pays. C'est une manière d'illustrer cette main tendue qui conduit aujourd'hui, parce que les hasards de l'histoire l'ont voulu, que le peuple autochtone et les peuples venus d'ailleurs construisent un avenir ensemble. Quand je cite Paul Néautine, pardonnez-moi, ou Victor Tutugoro, c'est sur l'affaire du drapeau commun, parce que les deux ont dit à un moment donné, lorsque ce drapeau a été hissé, que la démarche, ils ne la partageaient pas, parce qu'elle manquait d'humilité, elle n'avait pas été concertée, et parce que l'accord de Nouméa prévoit justement qu'on puisse hisser un drapeau. Philippe Gomez, en quelques secondes, est-ce que Calédonie Ensemble a renoncé au deuxième et au troisième référendum prévu potentiellement par l'accord de Nouméa? Je n'ai pas à y renoncer, pas plus que Calédonie Ensemble, pas plus que n'importe quelle autre formation politique, parce que le seul et unique référendum obligatoire, c'est le référendum du 4 novembre. Le deuxième et le troisième référendum qui peuvent être effectivement organisés sont des référendums facultatifs. Il faut qu'un tiers des membres du Congrès, 18 élus sur 54... Vous les considérez comme souhaitables ou pas souhaitables aujourd'hui? Donc je pense que la question ne se posera même plus. C'est-à-dire lorsque le 70-30 aura été engrangé, entre guillemets, à partir de ce moment-là, on sera dans un autre pays avec une nouvelle manière d'aborder les choses. Donc je comprends la posture des indépendantistes qui aujourd'hui disent bon, on fera un deuxième et un troisième, mais je dis qu'au-delà du référendum et des provinciales, on aura ensemble à appréhender les choses différemment si on veut continuer à passer ce crash test du vivre ensemble qu'est le référendum et continuer à construire un avenir dans la France et dans la paix. Merci beaucoup. Philippe Gomez, député de la seconde circonscription, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup et puis pardon pour les auditrices et les auditeurs qui étaient encore au standard et qui souhaitaient intervenir. Le temps est compté et le temps qui nous était imparti est terminé. Il est 7h19, c'est l'heure de retrouver les coups de cœur et les coups de gueule, le montage préparé par Alex sur ce qui s'est dit hier matin.